Il est 7h43. Bon réveil à tous, bonne journée. Nous allons immédiatement rejoindre notre ami du média Putsch, Nicolas Vidal, qui est en Europe et qui a toujours beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelait ici autrefois la mère patrie. On dit ça de moins en moins parce que ça fait tellement coloniser, mais nous dit-on. Mais bonjour Nicolas Vidal, comment ça va chez vous? Bonjour Nick Payne, très très bien. Et parlez-nous de cette France qui vous allez nous dire, laissez-moi deviner Nicolas Vidal, qu'elle va mal. Je commence à bien vous connaître, mais néanmoins vous avez quelque chose. Vous me précédez Nick Payne. Oui. Vous me précédez. Alors j'arrête de brûler le punch et on vous écoute, allez-y. Oui, je vous le dis maintenant depuis 3 semaines, la France va mal, mais il est important de savoir de quelle France parle-t-on aujourd'hui, car il est important de la situer, de l'identifier, de la nommer, parce que l'exercice est extrêmement difficile et périlleux. En fait, c'est la France invisible et oubliée. Invisible, car elle n'apparaît plus depuis bien longtemps, voire très longtemps, sur les radars de nos chers gouvernements successifs et des élites françaises trop occupées à fricoter et à pactiser avec le monde globalisé et marchandisé. Alors cette France périphérique, vous le savez, c'est la France des provinces. Et je vous rappelle à tous vos auditrices et vos auditeurs, à toutes fins utiles, la charge infiniment péjorative du terme province employé par les bobos mondialisés et financièrement aisés, ainsi que par les élites politiques et médiatiques claquemurées dans les beaux quartiers parisiens. Car pour le bobo mondialisé, les vacances en province, jusqu'à présent et chaque été, avaient la vertu de l'authenticité folklorique, celle de s'encanailler avec l'autochtone, cette France du bout du monde rural. Alors aujourd'hui, cette immense peuplade autochtone constitue l'élément naturel et fondateur de cette France périphérique qui donne, et depuis plusieurs années déjà, et encore plus avec les Gilets jaunes, elle donne à ces bobos des nausées et un dégoût profond parce qu'elle serait, selon eux, en grande partie vulgaire, violente, xénophobe ou encore pire, raciste. Et le bobo n'est pas avare de condamnation idéologique lorsqu'il se sent menacé par la plèbe toute puissante. Alors, pourquoi cette France périphérique est-elle méprisée par les élites ? Il faut arriver à comprendre et j'ai quelques éléments de réponse. Donc, premier point, face à la mondialisation galopante et totalement folle, cette France-là n'a pas eu les moyens finalement de prendre le train à grande vitesse du libéralisme roi. Alors même que l'Union européenne a fait tomber les frontières nationales, elle a en même temps enfermé une grande partie de ces Français derrière des frontières économiques infranchissables et surtout contre son consentement. Elle les a abandonnés derrière des ronds-points et des zones commerciales difformes et immondes avec pour seul compagnon l'industrie du divertissement. Quand je parle d'industrie du divertissement, je parle de la télévision, de la culture de masse américaine et de la consommation effrénée, en fait pour sanctuariser le déracinement de l'individu et le noyer dans ce grand marché. D'autre part, la mondialisation imposée par les oligarchies européennes au peuple par la force a été imposée par les procédés antidémocratiques et constitutifs de la construction européenne depuis bien longtemps et même depuis ses pères fondateurs. Et c'est cette classe dangereuse, c'est cette classe périphérique qui fait peur aux élites. Car pour elles, les souverainetés pour les élites, les souverainetés nationales et les démocraties sont 2 obstacles au marché, au business, comme vous dites chez vous, et il faut absolument les briser envers et contre tout. D'ailleurs, toute initiative démocratique en Europe est souvent, et d'ailleurs généralement, taxée de populisme. Vous comprendrez, Nick, que c'est très pratique comme théorie. Donc, Emmanuel Macron, en réalité, n'a que faire de cette France. Plus grave, il est le grand ayatollah du mépris envers ces Français. Il appelait d'ailleurs ces Français les Gaulois réfractaires. C'est donc en fait l'affrontement de la Startup Nation, de l'innovation décérébrée, contre un peuple français redevenu amoureux, fou de son identité, de ses valeurs et de sa démocratie, et avec encore plus de force depuis le début des Gilets jaunes. Donc force est de constater qu'Emmanuel Macron est un ligoté volontaire aux forces du capital qui prophétise l'individu déraciné tel le consommateur béat et malléable. Alors, pour ceux que vos auditeurs et auditrices sont venus en France, vous le savez, alors c'est la France périphérique, c'est la France des clochers, c'est la France de la place des villages, des campagnes, qui crie sa souffrance et qui veut reprendre sa liberté de choisir, de décider, et exige d'être réannexée à une France souveraine, social-démocratique. Et elle est, disons-le sans détour, le cauchemar ultime des élites mondialisées. Et pour finir la chronique, j'aime bien, vous savez, le général de Gaulle, qui disait avec sa gouaille et son sens du verbe haut, et je cite, « Heureusement, le peuple a la tripe nationale, le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont plus, c'est une classe abâtardie. » Donc, chers amis québécoises et québécois, une nouvelle fois, pour cette 3e biais politique, souhaitez-nous vraiment bonne chance. On vous le souhaite, Nicolas Vidal, mais vous savez, business, c'est chez vous qu'on dit ça. Ici, on dit les affaires, hein, ou le marché. Alors, oui.
Je m'en excuse, mais c'est vrai que nous, le business, on dit aujourd'hui c'est le marché globalisé, mondialisé, c'est tellement plus classe et plus fun. Pour reprendre un jargon anglo-saxon. Je vous taquine un peu, mais dites-moi en terminant, vous décrivez donc ce fossé entre l'élite urbaine, disons, ce qu'on appelle les bobos, et le pays profond, ce qu'on appelle la province chez vous, de façon un peu méprisante, dites-vous parfois, mais ce clivage-là existe aujourd'hui et grandissant, dirait-on, dans une foule de pays occidentaux. On n'a qu'à penser aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais on le vit au Québec également d'une certaine façon. En tout cas, plusieurs le théorisent, en parlent et le dénoncent. Est-ce que vous considérez que c'est plus exacerbé en France qu'ailleurs, ça? Et si oui, pour quelle raison? Alors, c'est plus exacerbé. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron est, je le disais, le grand ayatollah de cette idée de la Startup Nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des classes aisées, vous l'avez dit, et vivant dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, qui aujourd'hui a fait sécession avec l'idée même de nation, de patriotisme, et elle se retrouve finalement dans une aisance financière. Et l'aisance financière l'a complètement déracinée de la nation française. Et l'empire de l'argent, ou de ce qu'on appelle du marché mondialisé, finalement essaye d'effacer pour fonctionner tout ce qui est l'enracinement, tout ce qui représente l'identité, tout ce qui représente l'enracinement d'un territoire ou un pays. Donc c'est ce grand clivage aujourd'hui que les Gilets jaunes, d'une part, ils ne veulent pas être déracinés. C'est ça la grande idée, ils ne veulent pas être déracinés. De plus, ils n'ont pas les moyens financiers de suivre ce marché mondialisé, donc ils en sont exclus, ils sont derrière des frontières infranchissables. Et ils veulent aussi plus de démocratie, parce que la démocratie aujourd'hui est un frein puissant à cette idée d'Union européenne, de marché mondialisé. La démocratie aujourd'hui, Juncker, je le disais, je crois, dans un des billets précédents, Jean-Claude Juncker disait, les traités européens n'ont pas de valeur démocratique. Vous comprenez tout l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que pour imposer un marché, on va contre la démocratie, et pour aller contre la démocratie, il faut que les citoyens deviennent finalement, et de façon effrayante, des consommateurs pour ne plus s'occuper de l'avenir, du destin national de son propre pays. Alors, voilà le clivage aujourd'hui. En effet, Emmanuel Macron représente, il s'en réclame d'ailleurs, peut-être pas tout à fait dans ces termes-là, mais la espèce de mondialisation heureuse, donc le beau côté, le beau versant de la mondialisation. Il plaide beaucoup pour l'Europe, bien entendu. Normalement, la réaction à ça se manifeste à travers les partis populistes qui gagnent et les politiciens populistes là, qui gagnent en popularité, justement, j'allais dire, un peu partout. Mais chez vous, donc, est-ce que ce mouvement-là est bloqué par le passif du Front national, au fond, qui demeure encore aujourd'hui infréquentable pour plusieurs, malgré tout? Alors, infréquentable beaucoup, bien entendu, parce que les Républicains, le parti de droite, on va dire, ne veut pas entendre pareil d'une alliance avec le Front National. Mais le Front National, pour moi, a perdu, et ça c'est un avis personnel, parce qu'il ne se positionne pas clairement sur un Frexit, parce qu'il faut en parler. C'est le mot tabou par absolu. Ce n'est plus le cas, disons. Ça a été le cas sous le binôme Marine Le Pen, Florian Philippot, mais désormais, donc, le Front national revient à une position plus modérée, plus traditionnelle sur cette question-là, disons. Il navigue à vue selon les sondages. Voilà, ils estiment que la sortie de l'euro, s'ils devaient imposer la sortie de l'euro, ça ferait peur à une partie de leur socle d'électeurs. Donc, ils s'en sont détachés. Mais quand vous parlez de populisme, Nick, vous avez raison. Mais là, le populisme aujourd'hui en France, c'est à mon avis tout le conglomérat progressiste politique qui taxe véritablement de contravention idéologique les gens qui ne sont pas d'accord avec eux en les traitant de populistes. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que on est toujours dans la discorde absolue et dans la délégitimation finalement de l'opposition, la délégitimation politique, intellectuelle, culturelle. Et ça, c'est extrêmement prégnant aujourd'hui en Europe, et on en avait parlé aussi, je crois que vous aussi, peut-être vous connaissez un peu ça. Voilà, c'est cette délégitimation de l'opposant finalement, ou de la personne qui aurait un avis discordant. Voilà. Ah ben oui, là vous êtes dans l'empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté. D'une certaine façon, c'est le même phénomène que décrit donc le sociologue québécois. Oui. Ouais, on se rejoint sur certains points avec Mathieu Bock-Côté. Ben voilà. Bon, ben écoutez, on vous invitera un de ces jours. Non, parce que vous allez dire la même chose. Alors, on vous mettra en débat chacun votre tour contre des bobos. Mais on n'est pas d'accord sur tout, notamment sur la partie économique, sur la partie du libéralisme. Avec Mathieu Bock-Côté, on n'est pas d'accord sur le libéralisme qui, pour moi, va à l'encontre de l'enracinement des peuples. Alors, voilà. Là-dessus, avec Mathieu Bock-Côté, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais on y reviendra. Retournez profiter de la Croatie. On vous embrasse. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. On vous suit également sur votre média qui s'appelle Putsch. Et on vous souhaite de belles vacances. On vous parle la semaine prochaine.
Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne matinée à tous. Merci, vous aussi. Il est 7h53 dans quelques instants. D'abord, allons s'égayer un peu en musique. Dans quelques instants, nous revenons avec un rappel des grands titres. Et puis, très bientôt, Patrice Cocro sera avec nous pour nous parler de sa marche de Longueuil à Rimouski pour l'organisme Phobie Zéro, donc pour la santé mentale de façon plus large. À tout de suite. Bon réveil à tous.